D'abord, je voudrais remercier les intervenants. C'était très très riche et ça rend d'ailleurs la synthèse assez difficile à faire. Je vais vous proposer donc une sorte de synthèse, mais avec une question qui sera le fil rouge, qui en sera le fil rouge. C'est une question qui porte sur la notion de vulnérabilité, car il me semble que cette notion est traversée par une tension, une ambivalence, qui nous conduit à nous poser une question, qui d'ailleurs est souvent débattue en philosophie et en éthique en général. Faut-il considérer que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées comme une catégorie de personnes vulnérables ? Autrement dit, est-ce que le mot vulnérabilité est adapté pour désigner une catégorie de personnes ? Alors d'un côté, oui, on peut répondre oui à cette question. Nous devons considérer ces personnes comme vulnérables, si on entend bien sûr la vulnérabilité comme une disposition, une tendance, une menace, comme le disait Armelle Debru ce matin, en début d'après-midi, à être blessé, une menace d'être blessé en raison d'une faiblesse, comme elle le disait, faiblesse qui donne l'occasion à certains d'en abuser. On a parlé des malversations financières, qui sont un exemple parmi d'autres d'abus. Et face à cette menace, la protection est le remède, la couverture qui permet de faire face donc à la menace. Cette protection pouvant être celle du soin ou celle du droit, comme en a parlé Anne Caron d'Église. On sait que le droit protège donc par la force les personnes dites vulnérables. Voilà, la force du glaive, comme le disait Thomas Hobbes. D'un autre côté, pour protéger des personnes vulnérables, et c'est là tout le paradoxe et la tension que contient cette notion de vulnérabilité, il faut d'emblée les considérer comme vulnérables. Et c'est là qu'on voit que la vulnérabilité, ce n'est pas seulement une disposition, comme l'indique le hable de vulnérable, ce n'est pas seulement une menace qui s'actualise dans un certain contexte, mais la vulnérabilité peut devenir une marque essentielle. Nous parlons de personnes vulnérables qui partagent donc cette caractéristique d'être vulnérables. Et d'ailleurs, cette ambiguïté dans le mot vulnérable est contenue dans l'étymologie, puisque lorsqu'on parle d'une personne vulnérable, est-ce qu'on parle d'une personne qui peut être blessée, qui risque d'être blessée, ou est-ce qu'on dit que la personne est déjà blessée et risque de l'être encore plus ? Donc il y a là une ambiguïté dans le mot vulnérable. Cette catégorisation pose à mon sens deux problèmes de personnes vulnérables. La première, c'est la distinction vulnérable-autonome, que finalement cette catégorisation de personnes vulnérables suppose, avec cette idée de degré d'autonomie. Comme il est courant de le dire, comme il est devenu très courant de le dire, mais non moins pertinent de le dire non plus, nous sommes tous vulnérables, nous sommes tous interdépendants, nous dépendons tous de l'attention, de l'écoute, du souci et des soins matériels que nous procurent les autres. Tous vulnérables est d'ailleurs le titre d'un ouvrage publié récemment. Et nier cette vulnérabilité fondamentale et universelle a deux effets. D'une part, cela rend invisible ou anecdotique l'attention, la sollicitude, les soins matériels dont nous dépendons tous, y compris quand nous sommes considérés comme autonomes. Et d'autre part, cela a été dit aussi, cela contribue à montrer du doigt, à chosifier, comme l'a dit Bertrand Cantin, une catégorie de personnes dépendantes ou vulnérables dont nous devrions nous occuper et qui constituent, dit-on parfois, un fardeau émotionnel et économique. Et entre parler du fardeau économique de la dépendance, comme le font certains rapports, et dire que nous devrions tout faire pour nous en débarrasser, il n'y a peut-être qu'un pas. Parler de personnes vulnérables pose un autre problème que souligne le titre même de la journée, vulnérabilité partagée. Non seulement nous sommes peut-être tous vulnérables, mais encore, une vulnérabilité n'est jamais subie par une seule personne. Là même où la personne est vulnérable, elle entraîne avec elle d'autres personnes, cela a été dit, à commencer par sa famille, ses amis, et en fait tout citoyen qui sait très bien que lui aussi deviendra vulnérable, c'est-à-dire est un être vulnérable tout court. Et donc penser un partage des vulnérabilités est aussi d'autant plus pertinent si nous acceptons l'idée défendue par Bertrand Cantin, à la suite de Maurice Halbach, d'une mémoire collective, et qu'on refuse de considérer cette mémoire comme une faculté individuelle portative. Je reprends ces termes.
Accepter une vulnérabilité partagée revient aussi à parler de la vulnérabilité épistémologique dont parlait tout à l'heure Fabrice Xil et que développe aussi Léo Coutelec. Il y a une nécessité à inventer un cadre épistémologique qui permette de faire dialoguer des hypothèses scientifiques et des savoirs hétérogènes entre eux. Donc, il est difficile de penser la vulnérabilité d'une personne sans penser autour d'elle une cascade de vulnérabilité et un partage de cette vulnérabilité. Mais je reviens à l'attention, pour autant, bien qu'on doive parler d'une vulnérabilité partagée, bien que la vulnérabilité spécifique risque de stigmatiser, on doit continuer pourtant à défendre la protection des personnes vulnérables et cette protection ne peut évidemment être abandonnée. Cette reconnaissance des besoins et des attentes spécifiques. Donc il y a là peut-être un dilemme éthique que je propose de résoudre de deux façons. D'abord, par un effort sémantique en précisant la notion de vulnérabilité. Finalement, l'argument du tous vulnérable a peut-être une limite. Nous sommes peut-être tous vulnérables, mais nous ne sommes pas vulnérables de la même façon. Puisque le problème n'est pas tant la vulnérabilité, c'est-à-dire le fait que nous dépendons les uns des autres, qu'un type spécifique de vulnérabilité qui est l'incapacité à se faire justice soi-même, l'incapacité à défendre ses droits et ses désirs, qui expose certaines personnes à des relations de domination et de violence. Donc, il faut peut-être inventer d'autres mots que les mots de dépendance et vulnérabilité, inventer des termes plus précis, puisque le problème n'est pas la vulnérabilité, mais la nécessité d'être protégé de la malveillance d'autrui. Donc, un premier défi qui est un défi sémantique. Le second défi, pour dépasser ce dilemme, c'est de s'intéresser à ce qui crée la vulnérabilité. Et à cet égard, l'approche par les droits est nécessaire, bien sûr, mais elle est insuffisante. Car le droit est curatif, en un certain sens. Il restaure, il réhabilite des capacités. Il protège des personnes qui se trouvent déjà en position de faiblesse. Mais le droit ne peut pas agir en amont sur la faiblesse elle-même qui crée la nécessité d'être protégé. Et cette faiblesse n'est pas seulement biologique, c'est-à-dire qu'il faut sortir d'une vision exclusivement biologique de la vulnérabilité qui elle-même appelle une réponse exclusivement technique, comme la géolocalisation par exemple. La vulnérabilité n'est pas seulement biologique, elle est aussi environnementale, elle est créée par un cadre de vie et des cadres de perception qui eux-mêmes vulnérabilisent, sinon rendent malade, comme l'a dit Jacques Frémontier tout à l'heure, comme l'a dit aussi Véronique Lefebvre-Desnouettes à sa manière, Martine Bergner aussi, en parlant de capacité par faveur. C'est le moment où je cite tous les noms que j'ai oublié de citer avant. Et enfin, Sébastien Moser, en parlant de l'attention civile, de cette vigilance citoyenne. On voit bien que, et ce sera le mot de la fin d'ailleurs, que la solitude, l'isolement, la précarité sentimentale et sexuelle sont des facteurs de vulnérabilité sur lesquels nous pouvons agir. Voilà, je vous remercie.